Bon, cette deuxième partie, c'est un peu une présentation générale de l'Internet. Qu'est-ce qu'en fait c'est cet objet Internet qu'on connaît bien parce qu'il se résume très souvent à une prise sur laquelle on branche nos affaires, voire même à un réseau Wi-Fi, et puis qui nous permet toutes ces merveilles qu'on a là. Bon, comment ça fonctionne réellement? D'abord comprendre que Internet, c'est une interconnexion de réseau. Ça n'est pas un réseau. Ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très important parce que c'est ce qui permet en réalité la robustesse de l'Internet. Deuxième chose, c'est que Internet, c'est lié à la capacité à nommer les éléments du réseau Internet, que ce soit des serveurs, des personnes ou des documents. Être capable de les nommer, c'est être capable d'y accéder. C'est être capable de pouvoir les obtenir. Et donc la capacité à nommer est un élément central de l'Internet. On verra tout à l'heure ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet. Bon, c'est un réseau ubiquitaire. Là aussi, en tout point maintenant de la planète, plus d'1 milliard de personnes sont connectées. Donc je crois qu'il faut mesurer, c'est un réseau qui a 10 ans seulement. Et qui porte de nombreuses applications. Donc depuis Skype et donc le téléphone directement jusqu'au web et aux applications de vidéo sur le web. Alors, pourquoi c'est une interconnexion de réseau? Ce que vous voyez ici en illustration, c'est le premier câble Ethernet qui a été installé dans le monde, 73 je crois. Donc, c'est une photo qu'on a retrouvée récemment, donc voilà, ça a été installé. L'idée, c'était d'avoir plusieurs ordinateurs. Sur ce câble-là étaient branchés plusieurs ordinateurs, et donc on faisait passer des messages d'un ordinateur vers un autre, sans les mélanger aux messages qui venaient entre d'autres des ordinateurs qui étaient connectés sur ce même câble, cette même rail Ethernet. Puis après, faire en sorte que ce tuyau-là aille de plus en plus vite, c'est-à-dire que non seulement on ne mélange pas les communications entre deux appareils distincts, mais surtout que ces communications aillent de plus en plus vite. C'est un problème qui est toujours à l'œuvre. On parle aujourd'hui d'avoir des Internet en gigabits, d'aller de plus en plus vite, voire en centaines de gigabits comme on a à l'intérieur de cette université, etc. Pourquoi on va vers de l'ultra broadband, c'est-à-dire pour l'instant on a un Internet dit broadband, haute capacité. Après on va aller à des systèmes qui vont être ultra broadband avec, et on aura l'occasion d'en reparler, de nouveaux types d'applications qui vont être des applications de type immersive. C'est-à-dire on va avoir l'impression d'être immergé en fait à l'intérieur d'interfaces en 3 dimensions, de systèmes qu'on va bouger avec la main, enfin toute une série de nouvelles applications qui vont pouvoir émerger de cette rapidité, c'est-à-dire cette capacité à transférer beaucoup de données en très peu de temps d'un ordinateur à un autre. Alors, pour que ça fonctionne, il y a un système de découpage des données, donc puisqu'on a un même tuyau qui relie plusieurs ordinateurs, en réalité, on découpe les données, on lui donne l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, on enveloppe donc les paquets de données qu'on appelle des datagrammes, et on les envoie à l'intérieur de ce réseau. Et donc, ça s'appelle IP, Internet Protocol. Et de facto, tous les ordinateurs qui appartiennent au réseau Internet sont ceux qui acceptent le protocole IP, c'est-à-dire qui ont une adresse dans ce numéro Internet, on appelle une adresse IP, un numéro, on va voir tout à l'heure, et qui acceptent d'empacter leur message par datagramme qu'on met dans une enveloppe avec le numéro de départ, le numéro d'arrivée. Et le rôle, une fois qu'on l'a injecté dans le tuyau, tout le rôle de toute l'intelligence de l'interconnexion de réseau, c'est qu'au moment où on va quitter un réseau pour aller à un autre, il y a un groupement d'interconnexion et que lui est capable de retrouver son chemin, ce qu'on appelle le routage. Il est capable de trouver comme ça le chemin le plus court pour aller d'un réseau, par exemple le réseau interne au bâtiment sciences de l'Université de Caen, à son réseau proche, qui est le réseau de l'Université de Caen, qui va à son réseau encore plus proche, qui est le réseau Wickman, qui va à son réseau national
auquel il est correspondant, qui est Renater, qui peut retrouver le réseau de Orange et envoyer donc un message depuis l'intérieur de l'université de Caen à un destinataire qui est sur le réseau de Orange ou sur le réseau de l'université de Californie ou quelque réseau que ce soit dans le monde. Ils finissent par être interconnectés en respectant tous le même système Internet protocole. Le message prend un chemin différent à chaque fois, presque. Au début, il prenait des chemins différents. S'il y avait beaucoup de machines qui tombaient en panne, tant que la machine ne tombe pas en panne, une fois que le chemin est tracé, tous les messages circulent par le même chemin. Alors, quand les messages arrivent, quand les morceaux de datagramme arrivent, il faut les recomposer pour fabriquer un fichier de plus grande taille, comme une vidéo, une image, un son ou un texte écrit par le cronier qui fait toujours 30 km de long. Donc, vous vous retrouvez dans ces situations-là, il faut recomposer le message. Ça, c'est le rôle de TCP. TCP, Transport Control Protocol. TCP vérifie qu'on a bien reçu tous les paquets, qu'on les a mis dans l'ordre, et si on n'en a pas reçu, qu'on redemande le réenvoi d'un paquet. Plus l'Internet est fiable, et moins il y a besoin de redemander des paquets, donc plus le système est efficace. Mais même en situation dégradée, ce protocole doit permettre d'échanger réellement des messages. Pourquoi ce système était prévu pour vivre en situation dégradée? Parce que c'est une commande des militaires dans les années 60. Alors, à l'origine, les militaires avaient besoin d'avoir un système qui continuerait à fonctionner même si une bombe atomique était larguée sur un des ordinateurs du réseau. Et donc, ils avaient besoin de continuer à assurer la connexion entre tous ceux qui, à ce moment-là, resteraient opérationnels. D'où la nécessité de prendre des chemins différents, la nécessité de recomposer toujours. C'est une vieille question qui date des années 60, qui a un peu disparu, puisque maintenant, grosso modo, l'Internet est assez fiable, et qui réapparaît sous une autre forme, qui est ce qu'on appelle les réseaux reconfigurables ou mesh network. Donc avec l'idée en fait qu'on va avoir de plus en plus des réseaux qui n'ont non plus des chemins définis une bonne fois pour toutes, mais des réseaux qui se recomposent, par exemple quand on est en situation de mobilité, un peu à l'image du téléphone mobile, etc. Donc d'avoir des internets permanents qui se recomposent comme ça, ou des réseaux de proche à proche, où en fait un capteur pourrait automatiquement détecter les nœuds les plus proches et reconfigurer un réseau comme ça. Là aussi, ça a des applications militaires très importantes, des capteurs sur les champs de bataille ou des choses comme ça. Et puis, ça peut avoir des applications civiles, notamment dans le contrôle de la pollution, dans des choses comme ça. Donc voilà, TCP est un réseau en couches. Sur le dessin, on voit nettement, il y a une couche de transport. Donc, à un moment donné, il y a un câble, il faut gérer la manière dont ça se transporte dans le câble. Et puis, en haut, il y a des applications, le mail, la vidéo, le web, etc. Et entre les deux, il y a des couches de transport. Ça, en informatique, c'est une logique de construction. Quand j'ai une couche qui marche, j'en construis une autre dessus et je lui retransmets le boulot derrière. Même au niveau des applications, ceux qui sont en licence de webmaster ou en master en ingénierie de l'Internet, vous verrez quand on va faire des programmes d'ici la fin de l'année, on fera des programmes qui appelleront des web services. Tout ça sera dans le niveau application, le niveau web, mais en fait, on écrira des programmes qui appelleront d'autres programmes qui savent déjà très bien faire le boulot, et puis on l'a fait une fois pour toutes, on ne va pas répéter deux fois ça. Donc ce système d'empilement des couches est aussi ce qui permet des évolutions. La couche application, et une fois que tout le reste marche, on peut inventer une nouvelle application dans la couche application. Et c'est ce qui s'est fait en permanence et qui a fait l'inventivité de l'Internet, c'est que je peux me servir d'Internet pour inventer quelque chose de nouveau. Exemple, en 94-15, je crois, il y a une société qui invente un système qui n'était pas prévu dans Internet, qui était d'envoyer de la vidéo, une vidéo capable de s'adapter aux faiblesses du réseau. Si le réseau allait vite, la vidéo était de meilleure qualité, si elle était de moins bonne qualité, mais on pouvait avoir de la vidéo en temps réel, on appelle ça streaming, c'était le protocole RTSP, Real Time Streaming Protocol. Celui-là était prévu par personne, il a été inventé par des gens qui ont dit je suis capable de faire un serveur qu'envoie de l'information pour la lire en vidéo. Ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait un lecteur de l'autre côté capable de le faire. Ça a été le lecteur Real Player,
peut-être les anciens ont connu cette chose historique, qui sert toujours pour Radio France, par exemple. Oublions. Donc ce player-là a été distribué très largement gratuitement pour pouvoir mettre en place ce nouveau protocole. Et pour faire ça, on s'est appuyé sur les couches déjà fonctionnantes de l'Internet. Et on a demandé l'avis à personne. C'est ce qu'on appelle la délégation de responsabilité. C'est qu'en fait, comme c'est une interconnexion de réseau, chaque réseau se gère en interne. Il gère ses gens, il capte de l'argent. C'est important, dans la gestion, la question d'argent, c'est toujours là. Et puis, chaque réseau négocie avec les autres réseaux, dans ce qu'on appelle les groupements d'interconnexion. Alors, c'est vrai que quand vous êtes plusieurs gros ensemble, quand vous êtes Orange, Free et SFR, vous mettez une interconnexion entre vous et puis vous dites on ne se paye pas. Il y a à peu près autant d'argent qui irait dans un sens que l'argent qui irait dans l'autre. Donc on fait ça ensemble, on investit de l'argent pour créer le groupement d'interconnexion. Par contre, si vous avez ces gros réseaux-là, puis à côté un tout petit réseau, on va dire au tout petit réseau, hey, toi, tu vas bénéficier de tout ce qu'on fait et tu ne veux pas payer. Mais t'es qui, toi? T'es petit. Donc plus t'es petit, plus tu vas payer dans ce système-là. C'est ce qu'on appelle l'effet réseau en économie. Donc là, on a une espèce de contradiction. C'est ouvert à tout le monde, mais plus t'es petit, plus c'est à toi, en fait, de payer quand tu veux te brancher sur l'interconnexion. D'où les coordinations qui existent entre petits fournisseurs d'accès en France, par exemple comme Gitoya, qui a regroupé plusieurs petits fournisseurs pour pouvoir négocier en état de force avec les autres gros réseaux. Alors c'est important cette négociation, on va y revenir tout à l'heure. Mais la délégation de responsabilité fait aussi que le réseau s'étend par les bords. C'est-à-dire, quelqu'un qui voudrait créer un nouveau réseau, il suffit juste qu'il ait une personne qui l'accepte dans l'interconnexion pour qu'immédiatement il bénéficie de tout le reste de l'interconnexion. Donc il n'a négocié qu'une fois avec une personne. Ça, c'est assez important. Ça permet à Darty, par exemple, d'avoir sa Darty Box et de devenir un fournisseur d'accès Internet. Ne croyez pas que Darty a les moyens de créer un réseau. Il a juste négocié, je crois que c'est avec Orange, la possibilité que Orange connecte les réseaux Darty à l'Internet et de facto, à ce moment-là, il bénéficie du service de l'Université de Californie. Il bénéficie des services de tout le monde grâce à cette interconnexion. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau coopératif. C'est la coopération. À chaque fois, les économistes classiques ont dit « mais ça ne pourra pas marcher, votre système ». Dans les années 90, ils disaient ça. Il y en avait un qui avait promis que si ça marchait encore, il avalerait le texte de son intervention, et il a fini 10 ans après par avaler le texte de son intervention. C'est les vrais Américains, c'est ce genre du spectacle. Parce que ça avait... En fait, pourquoi ? Les économistes classiques disent bah, attendez, si une fois que tu es connecté, tu bénéficies de tout le reste du monde, tu vas en abuser. Donc, ça va y avoir des congestions, il va y avoir des embouteillages. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois que des gens nouveaux se sont connectés, ils ont aussi partagé leur routeur, leur système, leur câble, leur fil, etc. Et globalement, l'Internet a augmenté en taille au fur et à mesure qu'il y avait des nouveaux gens, et en débit en son centre. Donc, à aucun moment, cette congestion n'a eu lieu. Si, quelquefois, il y a eu une fois en 1997, il y a eu un câble qui a cassé à l'intérieur entre l'Indonésie et le continent asiatique, et ça a eu des effets de répercussion de congestion, ça a duré 2 jours, bon, c'est arrivé, mais c'est absolument exceptionnel. Et donc, on est dans des réseaux où, en fait, la coopération, la capacité d'interconnexion du réseau remplace le modèle traditionnel de la congestion. C'est ce qu'on appelle un bien commun. Cette idée qu'une communauté gérant de manière coopérative une ressource quelconque l'offre à tous ses membres juste sous réserve de respecter les règles du jeu de cette communauté. C'est quelque chose d'important puisque le prix Nobel d'économie qui a été distribué lundi dernier a été attribué à Elinor Ostrom, qui est une des spécialistes de la notion de bien commun. Ça fait 30 ans qu'elle étudie cette question.
Et bon, c'est un domaine que les économistes, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, connaissent encore relativement mal en France, mais qui est suffisamment connu à l'échelle du monde pour avoir vu le prix Nobel attribué à cette question-là. Derrière la notion de bien commun, on aura l'occasion d'y revenir à d'autres moments, c'est déjà dans le programme un peu plus loin. L'idée que l'Internet est un bien commun, c'est l'idée que sa constitution a été faite par une communauté qui a décidé, ce n'est pas venu d'en haut, il n'y a pas de chef d'orchestre de l'Internet, il n'y a pas de gens qui possèdent l'Internet, c'est la communauté de ceux qui ont fait l'Internet, c'est à chaque fois qu'un nouveau réseau venait se brancher à l'interconnexion, il a croisé en fait la communauté des techniciens réseau, des ingénieurs réseau, capables de faire fonctionner l'Internet. Alors maintenant, c'est devenu un peu moins important, puisque c'est un peu partout. Au moment de la création des années 90, de l'explosion de l'Internet, c'était très important de récupérer sans arrêt des communautés de techniciens. Les normes de l'Internet, c'est-à-dire la capacité de se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais échanger des informations entre un ordinateur et un autre, cette capacité-là n'a pas été décidée par une instance extérieure, elle n'a pas été décidée par des États, il n'y a pas eu de règles d'État qui se sont imposées ou de règles internationales par un système interétatique de normalisation comme l'AFNOR, mais ce sont les propres ingénieurs qui se sont groupés et qui ont créé ce qu'on appelle l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, le groupe de travail des ingénieurs de l'Internet, qui émet très régulièrement des requests for comment, des demandes de commentaires. Une demande de commentaire, en fait, c'est un texte qui dit « J'ai une super bonne idée pour échanger des images, du son, de la vidéo, ou des messages, toute activité qui se fait sur Internet entre deux ordinateurs. Voilà comment on va s'y prendre. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc on décrit publiquement la norme qu'on veut appliquer, le protocole qu'on veut appliquer. Les autres commentent, et au bout d'un certain temps, quand il y a l'accord qui s'est fait entre tous les participants, donc quand tous les ingénieurs disent « finalement c'est une super bonne idée, on va faire comme ça », qu'il y a 2 logiciels au moins qui peuvent implémenter ce protocole, c'est-à-dire ce n'est pas des idées en l'air, on ne normalise jamais une idée en l'air, parce que des idées en l'air, tout le monde en a à un moment donné, après il faut être capable de les faire fonctionner vraiment. Quand il y a ces conditions qui sont réunies et que les ingénieurs disent « en plus ça ne va pas perturber ce qui existe », alors on dit « cette request for comment devient une norme de l'Internet ». Donc ça, c'est un processus typique de gestion d'un bien commun. Le bien est collectif, c'est la communauté de ceux qui y participent qui décident des choses, mais il y a bien des règles du jeu. Ce n'est pas tout le monde qui vient, qui prend, qui fait n'importe quoi, qui utilise et qui finirait par détruire ce bien commun qu'est l'Internet. Un autre aspect, c'est la publicité des protocoles. C'est-à-dire tout ce qui est décidé par les ingénieurs est public. Hein, si on veut aller voir, je l'ai mis là, je ne sais plus où c'est là, voilà. Donc on a ici tout le travail depuis 1970 de l'Internet Engineering Task Force. On a tous les RFC, Request for Comment. On peut les avoir ici. Attendez que je retrouve où il est la liste. Voilà, il est là. Et on a l'index à partir du premier qui a été publié en avril 69, qui est qu'est-ce que c'est qu'un host software, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un serveur. Et il y a là, je crois qu'il y en a 5000 et quelques maintenant. Donc il y en a 5700, voilà, request for comment. Et là-dedans, il y a en fait toute l'intelligence concentrée de ces dizaines, puis centaines, puis milliers d'ingénieurs de l'Internet qui laissent publiquement cette capacité à décrire des idées qu'ils ont pu avoir, mais décrire dans le détail pour des informaticiens, pour d'autres ingénieurs. Où suis-je? Où c'est qu'il est passé mon cours? Ah, il est derrière. Voilà. Alors, quand on a un bien commun, il est en danger. Règle de base, un bien commun est fragile, puisqu'il s'agit de décider des choses ensemble. Vous savez comme moi qu'il y a toujours des gens qui veulent prendre le pouvoir sur ce qui est décidé ensemble. Que ce soit un pouvoir politique, un pouvoir économique et parfois un pouvoir militaire ou mafieux. Mais, donc l'Internet est en danger. C'est ce qu'on appelle la mise en critique aujourd'hui de la neutralité de l'Internet. La neutralité de l'Internet, c'est l'idée que Internet va laisser à tout le monde
le choix de rajouter des protocoles, le choix de venir se greffer sur ce qui existe déjà et de pouvoir inventer un système qui va être peut-être marcher, peut-être pas marcher, au-dessus. C'est aussi le fait que tous les services, l'infrastructure existante va les traiter de la même manière. Ça veut dire que le petit nouveau qui arrive, qui invente un nouveau protocole, récemment, ça a été les protocoles dits peer-to-peer, P2P, qui ont été inventés, qui utilisent l'infrastructure de l'Internet, qui ne sont pas les mêmes que les protocoles HTTP ou mail dont on a parlé jusqu'à présent. Ce protocole-là, quelqu'un qui gère un réseau doit le laisser passer de la même manière, il est neutre, c'est la neutralité. De la même manière, si un paquet d'informations vient de Google, il doit aller à la même vitesse que s'il vient de petites boîtes informatiques de mon village perdu dans un coin du monde. À aucun moment, on a le droit de dire ouais, ben lui, il est important, il va vite, et l'autre, s'il y a de la place, je le laisse passer. Tout le monde doit être traité de la même manière. Ça, c'est la neutralité de l'Internet. Il y a bien des responsabilités dans cette affaire. La responsabilité n'est pas dans le cœur du réseau Internet. Si je mets quelque chose d'illégal ou si je mets quelque chose de condamnable sur mon serveur, c'est mon serveur, c'est donc moi, propriétaire du serveur, qui va être responsable et pas l'infrastructure de l'Internet. Alors, maintenant, ça apparaît presque une évidence de dire ça. Dans les années 90 et 2000, ce n'était pas du tout évident. Il y a eu même des commissions qui ont été faites au plus haut niveau de l'État pour essayer de dire c'est Internet qui est responsable de ce qui est mis sur un serveur. La LCEN, la loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui a décidé un statut d'hébergeur en disant attendez, si vous hébergez quelqu'un, vous n'êtes pas forcément responsable de ce qu'il fait dessus, c'est lui qui est responsable de ce qu'il fait sur son serveur. Pour quelqu'un qui connaît un peu l'Internet, c'est une évidence. On ne peut pas être responsable d'1 million de personnes sous prétexte qu'on lui donne un accès technique. Par contre, qu'il y ait bien des responsables et qu'ils soient identifiés, ça c'est quelque chose d'important pour la démocratie à l'échelle du monde. Sinon, c'est la porte ouverte aux mafias. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec le spam, c'est-à-dire le fait d'être non identifié quand on envoie des mails à des dizaines de milliers de personnes, effectivement, ça provoque un grand danger pour l'interconnexion. Cette neutralité de l'Internet est aujourd'hui mise en danger. Alors, elle est mise en danger de deux manières, par les relations économiques et par la loi. Toujours pareil, quand on met en danger un bien commun, toujours soit par les relations économiques, soit par la loi. Pour ce qui est des relations économiques, il y a un exemple ici qui a été dénoncé par Benjamin Bayard, qui est le président d'un des réseaux français qui s'appelle FDN, dans un article dans Libération, cité dans la page du cours, où il explique, et pourquoi il le dénonce en fait, c'est parce que c'était plus ou moins secret. Un jour, Free a dit « J'en ai marre que Dailymotion, il utilise toute ma bande passante. » Dailymotion, système de vidéo, effectivement, la vidéo, ça utilise beaucoup plus de bande passante que les textes et le mail. Donc, j'en ai marre qu'il utilise ma bande passante, je vais aller le voir et je vais lui dire « Si tu veux continuer à passer sur Free, tu payes. » Dailymotion a commencé à faire la tête. Puis finalement, Free, c'est un tiers des abonnés, peut-être pas un tiers, mettons, c'est 15 à 20% des abonnés en France. Donc, si Dailymotion veut exister, il a accepté de payer à Free. Bilan immédiatement, Orange a dit bah, et moi. Et Neuf, SFR, a dit et moi aussi. Et Dailymotion a payé. Alors le journaliste pose la question à Benjamin Bayard et YouTube, Google, et là, il éclate de rire. Il dit écoutez, si Free était allé voir YouTube en lui disant « faut payer pour passer sur mon réseau », vous pouvez être certain que Google aurait été écroulé de rire et c'est Free qui était mort. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Free est capable de s'adresser à des gens suffisamment gros pour payer, c'est-à-dire qu'on a besoin absolument de passer chez Free, et pas trop gros pour ne pas avoir le pouvoir. On est strictement dans des rapports que vous connaissez bien qui sont traditionnels. Ça, c'est une mise en danger de la neutralité de l'Internet, parce que imaginez la situation du nouvel entrant, moi qui décide d'ouvrir un service de vidéo à la demande, dans mon coin, j'arrive sur le système, je veux me brancher, s'il faut que je commence par aller payer à Free, aller payer à Orange, aller payer à SFR pour que mon système il puisse
être traité correctement, c'est-à-dire avoir la même bande passante et faire que quand je diffuse mes vidéos, elles vont arriver de bonne qualité chez les usagers, je suis mort parce que je n'ai même pas les moyens de commencer. C'était déjà le cas avant avec la télévision. Pour créer une télévision, il fallait avoir une masse d'investissement absolument énorme, alors que sur Internet, n'importe qui avec un investissement faible et beaucoup d'intelligence peut arriver à le faire et peut-être devenir un des grands acteurs de demain. Si d'emblée ça s'est brisé, on a brisé la capacité d'innovation de l'Internet. Et c'est ça aujourd'hui qui est en danger. C'est en danger non seulement donc par les relations économiques, mais aussi par la loi, ce qu'on appelle le paquet télécommunication à l'Union européenne, ou des décisions comme le fait d'installer un mouchard obligatoirement dans la loi Hadopi qui a été votée en France au mois de juin dernier, non, au mois de septembre, là, le débat était en juin, mais le vote a été en septembre. Ça met en cause la neutralité. Par exemple, vous savez très bien que sur un système Linux comme le mien, il n'y aura pas de mouchard, et donc on va se retrouver avec un privilégié un certain nombre d'autres systèmes, notamment celui de Microsoft. Donc ces systèmes, dès qu'on va toucher à la neutralité de l'Internet, ça va renforcer les concentrations verticales, c'est-à-dire des gens qui sont capables de gérer la connexion à la base, les services au-dessus, le système de nommage, enfin de gérer tout, c'est-à-dire ça va renforcer Google, Yahoo, Orange, Adobe, les grands. Et qu'est-ce qu'on va perdre au bout du compte? C'est l'innovation propre à l'Internet et qui a permis de construire ce grand réseau mondial. Alors un petit point technique maintenant sur ce qu'on appelle l'adresse IP. En fait, chaque ordinateur qui est connecté au réseau dispose d'une adresse IP, faite en quatre morceaux comme ça. Donc c'est une adresse IP. Dès mon ordinateur, au moment où je le connecte, tiens, on va expérimenter, je le débranche et quand je le rebranche, là, à ce moment-là, le système de la fac va me donner une adresse IP. A priori, c'est peut-être même pas la même que celle que j'avais auparavant. D'accord ? Donc c'est le système, au moment où je me connecte, me donne une adresse IP. Ça veut donc dire que mon ordinateur, à ce moment-là, est reconnu de l'ensemble de l'Internet. Je suis donc capable d'envoyer un message ou de recevoir un message puisque j'ai une adresse IP. Ça va parce que je suis un poste client. Si j'étais un poste serveur, si j'étais mon serveur de vidéo dont je parlais tout à l'heure, il faut que j'ai un IP fixe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça change tout le temps. C'est plus cher. C'est possible, mais c'est plus cher. Alors, les numéros IP, les adresses IP, c'est difficile de s'en rappeler. 4 chiffres comme ça, ça ne marche pas bien. Donc, on a inventé un système au-dessus qui est l'équivalent entre un nom et un numéro. Ça s'appelle le Domain Name System. En fait, ça nous permet à nous de mémoriser un nom, genre orange.fr, renault.com ou unicorn.fr. C'est facile à mémoriser. Je peux donc le taper dans ma machine, demander une adresse électronique, non pas avec un numéro incompréhensible derrière, mais avec un nom, une adresse d'un document avec un nom crédible, etc. Donc à ce moment-là, j'ai un équivalent entre les noms faits pour les humains et les adresses IP faits pour les machines. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle un système de résolution de noms, qui est le Domain Name System, qui est un système hiérarchique. Alors, je vous ai expliqué auparavant qu'on n'était pas dans un mode hiérarchique, mais dans un mode de coopération. Il y a bien quelque chose à un moment donné qui est complètement hiérarchique, c'est le DNS. L'idée, c'est quand je veux transformer... En fait, pour que les ordinateurs se connectent, il est nécessaire qu'ils connaissent les adresses IP, donc les numéros. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'un ordinateur veut aller lire un site web sur Renault, il va falloir qu'il commence par prendre Renault.fr et dire c'est quelle machine ça? Quel est son numéro réellement? Donc interroger le DNS pour avoir la translation. Des DNS, il y en a partout. Il y en a un sur ma machine, il y en a un sur l'université, etc. Et donc, je vais demander à celui de ma machine, est-ce que tu connais déjà Renault.fr? Parce que si je me connecte 10 fois de suite sur le site de Renault.fr, je ne vais pas aller redemander à chaque fois en Alaska, savoir quel est l'équivalent. Donc, c'est fait dans ma machine. S'il n'est pas dans ma machine, il est sur le système de la fac. S'il n'est pas sur le système de la fac, il est sur Wikman. S'il n'est pas sur Wikman, il est sur Renater. S'il n'est pas sur... Et ainsi de suite. Donc, on a un système hiérarchique qui nous permet comme ça de faire cette
transcription de nom, et en haut, on a le root server. Le problème, c'est que, bon, c'est une hiérarchie qui a de la délégation. Mais celui qui possède le root server en haut a un pouvoir supérieur quand même à tous les autres. On va y revenir. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que d'obtenir un nom sur Internet? D'être capable de nommer. Encore une fois, je dis Internet, on y reviendra souvent quand on parlera de l'indexation, des documents, de ça. On nomme les choses sur Internet, on leur donne une adresse. Nommer, c'est en fait prendre parti une partie de l'univers mental de ce milliard d'individus connectés. On en prend une partie de cet univers mental et on dit, ça maintenant, c'est moi qui vais gérer cette partie-là. Donc, c'est moi qui vais gérer orange.fr ou, n'est-ce pas, ou unicamp.fr ou cfedition.com. Je décide et puis... Donc, il faut que je sois capable de m'imposer dans l'univers mental. Ça, c'est typiquement le problème d'une marque. Une marque, c'est ça aujourd'hui. Une marque, c'est s'imposer dans l'univers mental des gens. Donc, choisir un nom de domaine, c'est aussi choisir comme une marque le meilleur moyen pour s'imposer dans l'univers mental des gens. Après, une fois qu'on a un nom de domaine, on va l'enrichir soi-même. C'est-à-dire, on va apporter de la valeur, soit la valeur d'une marque déjà connue par ailleurs parce qu'elle était spécialisée comme Renault dans d'autres disciplines que l'Internet, soit apporter du travail qui fait que d'une marque qui ne veut rien dire comme Google.com, 10 ans après, c'est le service que vous connaissez bien. Bon, si je décide de m'accaparer une partie de l'univers mental, je vais acheter mon nom de domaine. Pour ça, je vais m'adresser à un registrar, c'est-à-dire un système qui a obtenu l'autorisation d'enregistrer dans le DNS que tel nom de domaine correspond à tel propriétaire et à telle machine, s'il y a une machine d'ailleurs, parce qu'il peut ne pas y avoir de machine dans ce cas, on sait juste quel est le propriétaire et pas quelle est la machine. Donc ça, c'est le rôle d'un registrar. Comment est-ce qu'il a obtenu ce droit-là? Il s'est inscrit auprès de l'ICANN, donc qui est le International Corporation for Assigned Name and Numbers, donc, qui est un organisme international qui dit « Ok, vous avez le droit de distribuer des noms en échange de me reverser une partie, bien évidemment, à l'ICANN. » Donc vous remarquerez que dans cette affaire-là, l'ICANN n'a pas fait grand-chose. Elle est là juste pour capter de l'argent, c'est le registrar qui fait le boulot. Vous remarquerez par ailleurs que le registrar fait un boulot, somme toute facile, c'est une inscription dans la base de données. Quand moi je veux acheter un nom de domaine, c'est moi qui tape mon nom, c'est moi qui tape mon adresse, c'est moi qui tape le nom de domaine que j'ai choisi éventuellement avec mon conseiller en communication, et c'est moi qui désigne tout le reste. Le registrar n'a fait qu'enregistrer dans la base de données, et comme il a le droit de le transmettre à l'échelle supérieure jusqu'au root server, cette nouvelle information qui vient se greffer sur l'Internet. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un marché avec des échanges d'argent, puisque moi j'ai acheté ce droit-là, et c'est un marché complètement immatériel qui repose sur aucun autre produit que le pouvoir de m'autoriser ou non à avoir et à donner de la valeur à mon nom de domaine. Et la ruse, ce n'est pas seulement que je l'ai acheté, c'est qu'une fois que je l'ai acheté, il faut que je renouvelle tous les ans. Eh oui, là c'est bon. Non seulement j'ai fait tout le boulot la première fois, mais si je veux continuer à bénéficier du boulot que je fais ensuite, c'est-à-dire bénéficier du fait que sur mon site web, j'ai mis des choses intéressantes, qui fait qu'il y a des clients qui viennent, qu'il y a beaucoup d'usagers qui me connaissent, etc. Si cet espace mental que j'ai défini dans l'Internet, je veux qu'il continue à m'appartenir, il faut tous les ans que j'aille payer la location de mon nom de domaine. Donc en fait, je ne suis pas vraiment propriétaire, je suis locataire auprès de cette institution qui n'est pas une institution multilatérale, c'est-à-dire qui n'appartient pas au système de l'ONU. Alors qu'on paye pour avoir le droit d'avoir une partie de l'espace mental, ça ne me paraît pas aberrant. Par contre, qu'on paye à une entreprise privée qui est l'ICANN, encore le registrar, on peut comprendre, il fait un travail de délégation. Bon. Là, il y a un vrai problème d'organisation du monde. C'est un processus géopolitique derrière. Qui, par exemple, qui a le droit d'utiliser un nom touristique, un nom d'un site à l'intérieur d'un .com? Pourquoi c'est l'ICANN qui déciderait alors que jusqu'à présent ça peut appartenir à des pays ou à des communautés?
qui décide qu'on va mettre une nouvelle extension. On va discuter du point travel. Pourquoi est-ce que Brésil.travel, le Brésil n'aurait pas le droit de regarder ce qui s'y passe? Et puis finalement, comme vous avez vu le phénomène, si l'ICANN ouvre un nouveau nom de domaine, immédiatement il va toucher de l'argent, puisque pour qu'un registraire puisse se distribuer, il faut qu'il lui redonne de l'argent. Donc l'ICANN va étendre le type de nom, la vaste panoplie, ce qu'on appelle les GTLD, donc les dernières terminaisons. Au début, on avait .com, .edu, .org, .net. Maintenant, on en a des dizaines qui commencent à apparaître, jusqu'au même au .xxx qui est controversé, .travel, .paris. Qui va décider pour Paris d'avoir un .paris? Bon, vous voyez, on est bien sur des processus de discussion géopolitique, d'autant qu'une partie des noms de domaine sont définis pour des États, c'est tous ceux qui sont en 2 lettres, ça correspond à des États. Donc c'est ce problème-là qu'on appelle la gouvernance de l'Internet. C'est quel est le type de pouvoir qu'a l'ICANN, donc pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de donner ou de ne pas donner des noms, avec des gens qui, de manière à mon avis assez sensée, demandent que ça devienne une institution multilatérale. Notamment, c'est la revendication de l'Union européenne, puisque l'ICANN est sous le droit des États-Unis, pire sur le droit de la Californie d'ailleurs. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas une instance multilatérale et que si ça capte de l'argent, que cet argent puisse resservir par exemple à combler la fracture numérique ou des choses comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'IGF, l'Internet Governance Forum, qui est en fait un forum multilatéral, donc chaque pays envoie un délégué, et il y a même des éléments de la société civile ou des entreprises qui envoient des délégués et qui discutent sur comment est-ce qu'on va pouvoir régler ensemble ces problèmes de l'Internet. Derrière les problèmes de nom, il y a d'une part des problèmes de définition de cet espace mental, de maintenance de cet espace mental, mais il y a aussi d'autres problèmes, comme par exemple, est-ce qu'un routeur peut dire ce qui vient de tel nom de domaine, je l'interdis, et donc briser la neutralité de l'Internet, ou est-ce que tel protocole, je l'interdis, donc là aussi briser la neutralité de l'Internet. Enfin, celui qui gère, vous avez vu, c'est hiérarchique, celui qui gère le haut, comme ça n'appartient pas à une instance multilatérale, c'est une entreprise privée qui s'appelle VeriSign et qui est par ailleurs un prestataire commercial. Donc qui vend des certificats de sécurité, qui vend des choses comme ça. Donc il a un double pouvoir, un qui lui est donné par la structure géopolitique de nommage de l'Internet et un autre pour son activité commerciale. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction qui est dénoncée par des gens très bien et d'autres moins bien d'ailleurs. Donc vous avez vu que dans un premier temps, cette histoire de nommer les choses est importante. Je vais accélérer là. C'est vrai pour nommer un ensemble de services. Quand on ouvre un nom de domaine, renault.fr ou unesco.org, on a un ensemble de services, on découpe une partie de l'espace mental, mais après ce qui va être important, c'est cette capacité de nommer jusqu'au bout, c'est-à-dire de nommer chacun des documents qui est sur l'Internet. Il y en a parmi vous qui font des formations de documentalistes, des formations de bibliothécaires. Si on a un mauvais SCOT, si on a un mauvais numéro, le livre est perdu. C'est ce qu'on vous apprend en premier quand on fait une formation de bibliothécaire. Pareil, vous avez un nom de fichier, un nom de document sur Internet qui change tout le temps, votre document est perdu, il est mort. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir des noms fixes, et c'est la seule garantie d'archivage de l'Internet, c'est avoir des noms fixes pour chacun des documents. C'est ce qu'on appelle des URI, Uniform Resource Identifier. Il faut que ces URI soient le plus simple possible. J'en ai mis un là, qui est extraordinairement long, avec des critères, avec des choses comme ça. Lui, de toute façon, d'ores et déjà, il ne marche plus. Il a été saisi il y a 2 ans. Forcément, c'est fini. L'idée dans la norme, c'est un nom de document. On doit pouvoir l'écrire sur une nappe de restaurant. Et donc, ça vaut particulièrement pour ceux qui vont faire les formations de documentalistes d'un côté et les formations ingénierie de l'Internet de l'autre. Nommer un document, c'est trouver le moyen que son nom soit le plus simple possible, qu'on puisse l'écrire sur une nappe de restaurant en disant « Va voir là, tu retrouveras le document ». Et le document, pas le site. Là aussi, il faut arriver à comprendre que ce qu'on nomme, c'est des accès à des informations directement, pas des choses trop générales.
Voilà, donc c'est le problème d'avoir des identifiants pour les documents. Je cite là, j'aurai l'occasion d'y revenir, il n'y a pas que les URI qui peuvent servir pour ça. Il y a d'autres systèmes, par exemple pour la musique, ils ont un numéro unique qui s'appelle DIDEX, qui est en train d'être mis en place pour que tout ce qui correspond à un même morceau de musique puisse référer au même numéro d'IDEX. Pour les articles scientifiques, c'est ce qu'on appelle le DOI, Digital Object Identifier. C'est l'idée que les articles scientifiques, on les appelle par leur DOI, et après, on verra, il y a un système de résolution de nom après qui va donner l'URI, c'est-à-dire la moyen d'y accéder directement via le protocole Internet. Enfin, il y a les systèmes de short URL que vous connaissez bien pour, si vous utilisez Twitter ou Facebook, donc qui sont des tiny URL ou bit.ly, et puis après un numéro, de manière à avoir un URL qui est très, très, très court. Là aussi, l'inconvénient, c'est que si un de ces systèmes fait faillite, si bit.ly fait faillite ou si tinyURL fait faillite, on a perdu toute cette relation entre ce nom court et le nom réel du document. Et le deuxième inconvénient, c'est que si les gens se sont bien débrouillés, dans le nom réel du document, il y a des manières de le juger. Un peu comme quand vous êtes dans une bibliothèque, vous savez grosso modo en regardant l'éditeur si c'est sérieux ou pas. Si ça s'adresse à des enfants ou à des adultes qui sont en 3e cycle. D'accord ? Donc ça, on le voit avec la capacité justement à définir une partie de l'espace mental. Dans un nom de document bien fait, il y a cette partie de l'espace mental qui disparaît sur Twitter, qui disparaît sur Facebook. Et donc là aussi, ça met en danger les capacités des gens à bien faire leur affaire. Alors ma conclusion, c'est de dire, si Internet a pu exploser, c'est parce qu'il a été construit comme un bien commun par une architecture coopérative dans lequel on a un réseau de transport, on a un transporteur qui ne regarde pas les services. C'est ce qu'on appelle la neutralité, que cette neutralité aujourd'hui peut être mise en danger et que si elle est mise en danger, ça va empêcher un nouvel entrant d'inventer le service dont on aura besoin demain. Or, nous sommes encore sur une vague où les services sont loin d'avoir tous été inventés et j'espère que peut-être ceux qui font de l'informatique ici participeront à la création de nouveaux services qui rendront service à tous les autres demain. Voilà, donc